Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne YouTube et merci à ceux qui sont déjà fidèles. Alors, vidéo politique évidemment, j'ai été beaucoup occupée depuis les élections du 8 février, les élections législatives dont vous connaissez sans doute déjà les résultats, mais j'ai attendu en fait pour faire cette vidéo la fin vraiment d'une séquence politique débutée donc avec la dissolution de la campagne, les élections, les résultats des élections, puis la reconduction de la première ministre dans ses fonctions au Parlement, et enfin son discours de politique générale pour entamer un nouveau cycle politique. Le discours de politique générale a eu lieu le 20 février, le vendredi 20 février. J'enregistre, nous sommes le samedi 21 février. Je ne suis pas en retard. J'ai bien toute ma séquence politique que je vais pouvoir détailler avec vous dans cette brève vidéo. Alors revenons sur ces élections. Je vous ai dit au moment de la dissolution, elle fait un pari risqué parce que, eh bien, on ne sait pas si sa seule popularité très forte, déjà à ce moment-là, peut suffire à contrebalancer le fait que deux partis d'opposition se soient regroupés pour constituer en théorie une force plus vive, plus importante au centre gauche. Et le résultat des élections montre que effectivement ce pari, tout en étant risqué, a fini par être gagné par la première ministre, puisque effectivement, comme on l'a vu au fil de la campagne et comme je l'ai montré dans une autre vidéo, bien sur le terrain, on a vu une popularité exceptionnelle de Sanae Takaichi. Partout où elle se déplaçait, il y avait une foule immense pour venir la voir, et tout ça s'est effectivement traduit dans les urnes par les résultats des élections. Alors, en chiffres, ça donne quoi? Sur 465 sièges à la Chambre basse du Parlement, 289 sont attribués au scrutin uninominal de circonscription à un tour et 176 au scrutin de liste à la proportionnelle dans des blocs regroupant plusieurs circonscriptions. Donc sur ces 465 sièges, eh bien, le Parti libéral-démocrate de la première ministre Sanae Takaichi en a remporté 316. C'est-à-dire plus des 2/3 à lui tout seul, c'est inédit. Et puis, son allié, le parti Isshin no Kai, parti de l'innovation, lui, en a remporté 36, ce qui fait un total de 352 pour cette coalition parlementaire. C'est 3/4 des sièges du Parlement. Ça ne veut pas dire que 3/4 des Japonais ont voté pour le Sanae Takaichi. En fait, le taux d'abstention est très élevé, il est de 44%, et en plus, le mode de scrutin favorise un parti puissant, puisque c'est uninominal à un tour, et donc ça permet à un candidat qui a ne serait-ce qu'une voix de plus que le suivant de l'emporter. Donc, mais le fait est que la majorité maintenant a un nombre de sièges tout à fait colossal et a les mains libres pour faire des tas de choses. L'opposition, elle, est réduite à pas grand-chose, surtout qu'elle est divisée en plusieurs partis qui n'ont pas du tout la même approche, la même idée politique. Le principal parti d'opposition, c'est Chudo, il n'a plus que 49 sièges. Précédemment, c'était deux partis différents, Kometo et Riken Minshuto, qui à eux deux avaient 167 sièges. C'est réduit à 49, c'est très peu. Le Kokumin Minshuto, qui est un parti centriste droit, lui, a conservé, même augmenté légèrement son nombre de sièges, est passé de 27 à 28. Ceux qui ont gagné, c'est le Sanseto, le parti d'extrême droite Sanseto, on pourrait presque même dire ultra-droite Sanseto. Il est passé de 2 à 15 sièges. Et puis, un autre parti à droite techno-solutionniste qui s'appelle Team Mirai, qui est jeune et qui lui est passé de 0 à 11 sièges. Pour l'opposition plus à gauche, qui est le Shaminto ou bien le Kyosanto, le Parti communiste avait 8 sièges, il n'en a plus que 4, et le Shaminto en a toujours 0. Voilà. Donc il faut retenir deux choses. D'abord, en nombre de sièges, c'est une victoire totale pour le Parti libéral-démocrate de Sanae Takaichi, ce qui ne veut pas dire non plus une adhésion totale de la population. Je vais ajouter même une petite précision, c'est qu'il a tellement gagné, le Parti libéral-démocrate, qu'il n'avait même plus assez de candidats à mettre au nombre de sièges qu'il avait en théorie remportés. En vrai, il a redonné 14 sièges à d'autres partis, puisque sur ces scrutins de liste, comme ces candidats avaient déjà gagné dans l'air
circonscriptions au scrutin uninominal, il n'avait plus assez de personnes pour installer dans les sièges qu'il avait normalement remportés à la proportionnelle. Donc il a redonné 14 sièges à d'autres partis. En théorie, il en avait 330. Voilà. Donc tout ça est une victoire totale qui donne beaucoup de pouvoir au Parti libéral-démocrate, mais qui ne signifie pas une adhésion totale et qui ne signifie pas non plus que 75% des Japonais ont voté pour le Parti libéral-démocrate de Sanae Takaichi. Alors, ça ne signifie pas une adhésion totale, mais ça signifie beaucoup de pouvoir, à tel point que certains se disent « elle a peut-être trop gagné ». Donc, c'est le cas de certains journaux qui commencent à dire qu'il va falloir que les médias jouent leur rôle de contre-pouvoir, et puis que même peut-être au sein du Parti libéral-démocrate, qui est un énorme parti divisé en tas de clans et autant de courants, eh bien, il y a des gens qui jouent le rôle de frein et d'opposition vers des mesures qui seraient jugées un peu trop droitières. On sait que le Premier ministre Ishiba, l'ex-Premier ministre Ishiba, ou bien l'ex-ministre de la Défense, ou bien des Affaires étrangères Iwaya, sont sur une ligne très différente de celle de Sanae Takaichi et donc peuvent jouer un rôle d'opposition au sein du parti. Alors, qu'est-ce que ça donne à Sanae Takaichi, en fait, cette victoire totale? Ça donne la possibilité d'accélérer le vote des lois et puis même de passer outre, pour certaines lois, l'avis du Sénat. Par exemple, si un texte est adopté aux 2/3 dans la Chambre des représentants, il passe au Sénat, le Sénat s'y oppose, modifie le texte ou ne vote pas, eh bien, un nouveau vote qui obtiendrait les 2/3 à la Chambre basse suffirait à faire adopter le texte intégralement, définitivement, sans que le Sénat ne puisse s'y opposer à nouveau. Et ça, c'est quelque chose qu'elle pourra utiliser sur certaines lois. Ça, c'est vrai de toute façon pour la loi budgétaire, qui va être une des premières lois qu'elle va adopter. Et donc, elle va pouvoir, là, avec la loi budgétaire, commencer à mettre en œuvre la politique qu'elle a promise, qui est surtout un catalogue de volontés plus qu'un ensemble de mesures concrètes. Mais allons-y, puisque on est parti sur la politique, parlons-en. Elle a fait un discours de politique générale. Donc normalement, plus que les promesses de campagne, la politique concrète est censée se trouver dans le discours de politique générale. Et donc on retrouve des grandes lignes dont j'avais déjà parlé ici dans une autre vidéo, mais je vais y revenir. En fait, les chevaux de bataille de Sanae Takaichi, qu'on va appeler maintenant, on va voir dans la presse l'expression Takaichi Kyo, Takaichi toute puissante, eh bien ces leviers, ces grands chantiers, ça vont être économiques d'une part, et puis sur la défense. Sanae Takaichi a remporté les élections, à mon avis, parce qu'il y a eu beaucoup de mots très positifs dans sa campagne électorale et qu'elle avait comme mots-clés les mots Japon, japonais. En fait, les Japonais sont un petit peu perdus dans la mondialisation depuis ces dernières décennies, et quelqu'un qui les rassure en leur disant « mais votre pays est encore grand et va le devenir encore plus, votre pays est encore fort et va devenir encore plus, votre civilisation japonaise est très bonne et elle va le devenir encore plus ». Il y a des domaines d'excellence japonais et on va les amplifier. Eh bien, ce discours fonctionne. C'est le discours dont avaient besoin beaucoup de Japonais. Moi, je me suis rendu compte sur le terrain que le discours de vérité prononcé par l'opposition, disant l'économie va pas très bien, le monde va mal, etc. Eh bien, finalement, était assez mal perçu par les électeurs parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, et les discours négatifs, les discours critiques même, ne leur ont pas plu. Ils voulaient quelque chose de très positif, un narratif qui fonctionne bien, un narratif enthousiasmant, un narratif qui montre des perspectives vers l'avenir, même si ça peut être des illusions. Finalement, ceux qui ont voté pour le PLD ont adhéré à cela, et quand on posait les questions sur le terrain, c'était pas forcément la politique de Sanae Takaichi qui voulait soutenir, mais l'enthousiasme, l'énergie, la volonté, le volontarisme qu'elle y mettait, sa détermination, tout ça a emporté
remporté l'adhésion avec en plus le fait que ce soit une femme et que par conséquent, il y a une forme de solidarité féminine pour aider Sanae Takaichi, supporter Sanae Takaichi, quand bien même toutes les politiques qu'elle propose ne plaisent pas. Ça, on s'en est vraiment beaucoup rendu compte et je pense que ça a été sa force dans cette élection de percevoir le fait qu'il y avait une demande pour un discours positif, un discours qui ne fasse pas sans arrêt la critique de l'opposition, alors qu'il est vrai que l'opposition a fait beaucoup la critique du pouvoir en place sans brosser un tableau attractif d'un Japon futur. Elle a réussi à faire ça. Alors maintenant, il va falloir qu'elle le transforme en mesures concrètes. Donc, ces grandes lignes, c'est d'abord l'économie, rendre le Japon plus fort sur le plan économique, sur le plan technologique, la croissance, l'obsession de la croissance. Son discours de politique générale que j'ai écouté très attentivement et que j'ai même lu ensuite, eh bien, parle beaucoup de technologie, d'investissement, investissement vers l'avenir, tourné vers les technologies du futur, c'est assez techno-solutionniste. Les mots intelligence artificielle reviennent sans arrêt, robots aussi. Quand bien même des images récentes que vous avez tous vues nous montrent que le Japon est loin derrière les États-Unis ou la Chine en termes de robotique, quand bien même il a été le pionnier avec les premiers robots humanoïdes qu'il a d'ailleurs plus ou moins abandonnés et malheureusement les autres sont passés devant, mais Sanae Takaichi est persuadé que le Japon reste un grand dans ce domaine-là et va le démontrer grâce à quoi? Grâce à des investissements massifs qu'elle se propose de faire dans un certain nombre de secteurs, en gros 17 secteurs clés, dont l'intelligence artificielle, dont la robotique, dont l'aérospatiale, dont l'énergie, dont l'agriculture. Et donc, à grand renfort d'investissement et de technologie, elle pense pouvoir redresser de façon durable le Japon. Ce discours a plu. Alors, il fait peur à certains économistes, parce que des investissements massifs, ça veut dire aussi continuer à entraîner un phénomène qui existe déjà, qui est un phénomène d'inflation, et tout en demandant à la Banque du Japon de ne pas trop lutter contre l'inflation avec les outils habituels, c'est-à-dire le relèvement des taux. Donc, c'est une équation extrêmement difficile. En tout cas, on n'a pas encore les chiffres qu'elle se propose d'investir massivement. Elle parle d'une politique budgétaire expansionniste. On n'a pas encore les chiffres exacts de son plan. Il n'est pas encore dressé. Ça reste pour l'instant un catalogue de perspectives. Mais voilà, donc le mot technologie est revenu, je crois, 20 fois dans son discours. Le mot investissement, plus de 30 fois. Donc voilà, ce qui montre que ce sont des mots-clés de sa politique. Et moi, ce qui me frappe toujours dans le discours de Sanae Takaichi, c'est qu'elle parle beaucoup du pays, des technologies, de l'économie. Et quand elle parle des humains, c'est comme de la main-d'œuvre. C'est Jinzai, c'est du matériau humain. Et ça me frappe beaucoup. Ça m'a frappé dans ses livres. Et là, ça m'a frappé à nouveau dans son discours. C'est vraiment quelqu'un qui met finalement assez peu d'humanité dans sa politique, mais beaucoup de chiffres, d'économie, de technologie, de force, la défense, etc. Et donc, à côté de sa politique d'investissement, il y a un autre aspect sur lequel elle a beaucoup joué pendant la campagne électorale, c'est de promettre aux citoyens qu'elle allait accélérer les discussions sur la suspension pendant 2 ans de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la consommation, en fait, au Japon, la TVA, sur l'alimentation à emporter. Donc, tous les produits alimentaires qu'on achète dans les commerces ou ce qu'on prend quelque part à emporter. La restauration sur place, elle restera avec une TVA à 10%. Et pour ce qui est de la TVA sur l'alimentation emportée, elle passerait de 8 à 0 pendant 2 ans, tout en finançant cela, qui va coûter quand même la bagatelle sur 2 ans 60 milliards d'euros, donc 10 000 milliards de yens. Eh bien, elle propose de financer cela avec des réductions de subventions sur d'autres choses, etc. Enfin, une espèce de toilettage de toutes les subventions accordées à droite
à gauche pour dénicher 60 milliards pour financer cette réduction de TVA. Ensuite, Sanae Takaichi, l'autre grand aspect de sa politique, c'est la grandeur du Japon, donc la grandeur diplomatique, la grandeur militaire, la force du Japon sur la scène internationale, donc avec à la fois la volonté de doper l'industrie de défense et même de prendre des dispositions qui étaient parfois même tabous en fait dans le discours politique japonais, c'est-à-dire d'autoriser très largement les exportations d'armes depuis le Japon. Il y avait des principes au Japon, une doctrine de défense qui limitait les exportations de technologies utilisées dans l'armement, et désormais de plus en plus en fait ces barrières sont levées, et la volonté de Sanae Takaichi et de son partenaire le Parti de l'innovation, c'est de lever presque tous les freins pour permettre au Japon des exportations de technologies militaires et de produits militaires, d'armement, y compris des armes létales, de façon beaucoup plus large, avec la volonté de doper les industries de défense au Japon, qui pour le moment ont pour seul client l'État japonais, et c'est insuffisant. Donc il y a une volonté de reconstituer tout un tissu industriel de défense au Japon, ce qui attriste quand même pas mal de gens de gauche, de se dire que le Japon s'embarque dans une stratégie une stratégie économique qui reposerait sur des exportations d'armes, comme le font les États-Unis, comme le font la France, tout en ne sachant pas dans quelle mesure le Japon peut concrètement arriver à ça, parce qu'il part quand même de pas grand-chose, quand bien même il a des industriels qui ont participé, qui continuent de participer depuis longtemps, comme Mitsubishi Heavy Industries, Fuji Heavy Industries, etc., à la fabrication d'armements à l'étranger, ou qui ont pu fabriquer en licence des appareils à partir de technologies étrangères, américaines notamment. Alors ensuite, un des grandes ambitions, la plus grande ambition de Sanae Takaichi, dont vous avez sans doute entendu parler dans les médias, c'est réformer la Constitution. Alors on dit, elle a 2/3 de la Chambre des représentants, donc elle va pouvoir réformer la Constitution. Alors c'est pas si simple que ça. Si la Constitution japonaise, entrée en vigueur en 1947, n'a jamais été amendée, c'est que pour l'amender, il y a vraiment du boulot, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il faut non seulement 2/3 à la Chambre des représentants, donc à la Chambre basse du Parlement, mais il faut aussi 2/3 à la Chambre haute. Et pour l'instant, les 2/3 à la Chambre haute, elle ne les a pas. Elle n'a pas la majorité absolue à la Chambre haute du Parlement. Ça ne l'empêchera pas de faire voter un certain nombre de lois, mais pour la Constitution, pour réformer la Constitution, c'est bloquant. Donc, elle n'a pas les 2/3 au Sénat. Les prochaines élections sénatoriales qui auront lieu en 2028 ne vont pas lui donner non plus les 2/3, puisque le Sénat est renouvelé par moitié et non pas dans son intégralité. Donc elle n'aura pas les 2/3 au Sénat. Et en outre, il faut un référendum dans la population, avec plus 50% de la population votante qui est d'accord avec un nouveau texte pour la Constitution. Alors ce qu'elle veut réformer dans la Constitution, c'est par exemple le fameux article 9, celui du renoncement à la guerre et du renoncement à un arsenal militaire. Et en fait, ce qu'elle veut notamment, entre autres choses, et c'est discuté au sein du PLD. Il y a 4 modifications qui sont envisagées par le PLD, et les 4 principales modifications, mais c'est au moins inscrire dans la loi 2 choses. D'abord, l'existence d'une vraie armée japonaise, et puis la deuxième chose, c'est aussi la possibilité de décréter un état d'urgence. Voilà, c'est 2 grands aspects, mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. Donc la Constitution, et puis une autre réforme qui semble lui tenir à cœur, c'est la loi sur la maison impériale. En fait, c'est la continuité du système impérial qui est en
en cause à l'heure actuelle, puisque vous savez qu'il y a très peu de garçons dans la famille impériale et que le système est strictement patrilinéaire, c'est-à-dire que seuls les fils d'empereurs peuvent devenir empereurs. Et à l'heure actuelle, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas assez pour avoir une vision à long terme de la continuité de la maison impériale. Et donc, l'idée, c'est pas d'ouvrir la possibilité à une femme de devenir impératrice. Non, pas du tout. Du côté de Sanae Takaichi et du PLD, on plaide plutôt pour faire revenir dans la famille impériale des personnes, des lignées qui en ont été exclues après-guerre. Et pour ainsi avoir un plus grand nombre d'hommes dans la famille impériale. On aura l'occasion là aussi de revenir sur les détails. Alors, si on pense Japon fort, on pense diplomatie forte. Évidemment, ça fait partie du discours de Sanae Takaichi. Elle veut un Japon qui soit, dit-elle, au centre de la diplomatie mondiale. Alors, il y a un petit peu du boulot parce que la façon dont ça se passe actuellement, c'est quand même que le Japon est quand même perçu comme étant à la botte des États-Unis. Le spectacle que Sanae Takaichi a donné lors de la venue de Trump au Japon l'année dernière montre bien qu'elle se place en situation de subordination, d'infériorité par rapport aux États-Unis. Jouer un rôle central dans la diplomatie internationale par les temps qui courent, c'est quand même à minima être capable de pouvoir critiquer un petit peu Trump, ou en tout cas de pouvoir lui dire clairement que la direction qu'il prend dans certains aspects, les droits de l'homme, le respect de l'état de droit, ne pas changer le statu quo international par la force, etc., il s'assied dessus, et que donc il mérite quand même au moins qu'on lui dise, et ça pour le moment le Japon n'est pas capable de lui dire. Il y a un petit réveil du côté de certaines personnes du PLD qui se disent il fait quand même n'importe quoi, mais est-ce que la première ministre Sanae Takaichi, qui est censée se rendre aux États-Unis, à Washington, autour du 19-20 mars, sera capable de dire à Donald Trump, de le raisonner un peu, ou au moins de faire savoir qu'elle lui a dit, ne serait-ce que pour rassurer les autres pays sur le fait que le Japon n'est pas totalement aveugle sur ce qui se passe du côté des États-Unis. Ça, c'est vraiment une grande question, mais un Japon qui n'est pas capable de faire ça et qui en même temps dit qu'il veut son autonomie diplomatique, c'est un Japon qui tient un langage complètement contradictoire. De la même façon, la première ministre dit il faut qu'on ait une plus grande capacité de diffusion de nos idées à l'international, mais pour autant, les médias étrangers, nous, on est quasiment exclus des possibilités de poser des questions à la première ministre ou au porte-parole du gouvernement. Si vous lisez mon livre, vous verrez que j'explique concrètement pourquoi les médias internationaux sont à ce point négligés par le parti libéral-démocrate, et que malheureusement on n'est pas beaucoup à se battre pour essayer de faire changer les choses. Avec Trump, il y a d'autres sujets de discussion très importants, avec les droits de douane instaurés par Donald Trump sur les produits en provenance du Japon. Pour essayer de modérer le président américain, les Japonais ont accepté de signer un accord qui est complètement fou sur le papier, en fait, qui est un accord qui est dénoncé comme étant illégal, mais inégal, pardon, pas illégal. C'est un accord qui est dénoncé comme étant inégal. Pourquoi ? Parce que, en fait, le Japon, les entreprises japonaises se sont engagées à investir 550 milliards de dollars, 84 000 milliards de yens aux États-Unis dans des projets décidés par Donald Trump. Ils n'ont même pas le choix des projets, dans des projets décidés par Donald Trump. Et donc, va bien au-delà de l'accord signé par Ursula von der Leyen pour l'Europe. C'est 600 milliards, mais ce n'est pas des investissements promis, on imagine que les entreprises européennes vont investir un tel montant. Au Japon, ils se sont engagés à l'investir, ce montant. Autre thème qui tient à cœur à Sanae Takaichi, mais qui est souvent très mal interprétée, c'est la politique vis-à-vis des étrangers. On lit ici et là qu'elle est au nom d'une ligne dure sur l'immigration.
C'est pas tout à fait exact, c'est même presque faux. En fait, Sanae Takaichi n'est pas anti-étranger, elle n'est pas xénophobe, c'est pas le Sanseto. En revanche, Sanae Takaichi est très rigide sur l'application des règles par les étrangers et les critères d'accueil des étrangers. Elle est stricte sur le respect non seulement des lois, ce qui va de soi, quand on est étranger au Japon, on respecte les lois, on paye des impôts, on paye ses soins de santé, on paye la sécurité sociale, etc. Mais elle est en plus respectueuse sur ce qu'ils appellent les rules, donc les règles, les consignes. Et ça, respecter les consignes au Japon, il y a tellement de consignes que c'est pas évident pour tout le monde de les respecter. Donc il y a une méfiance a priori envers les étrangers. Puis il y a une volonté de n'accueillir que des étrangers qui se comportent quasiment uniquement comme des Japonais. Donc ça, elle est stricte là-dessus, mais elle n'est pas anti-étranger dans le sens où elle sait très bien que le Japon a besoin d'une population étrangère. Le Japon a besoin de travailleurs étrangers et c'est sa principale préoccupation. Sanae Takaichi comme le PLD sont financés en grande partie par les entreprises du Keidanren, donc les grandes entreprises japonaises qui ont un besoin de main-d'œuvre et donc depuis Shinzo Abe, il y a une augmentation énorme du nombre de travailleurs étrangers qui viennent au Japon, qui sont des travailleurs qui sont là pour une durée déterminée, qui n'ont pas le droit au regroupement familial, etc. Donc, ils veulent des travailleurs étrangers, mais ils ne veulent pas forcément des gens qui s'installent pour toujours. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une ligne dure sur l'immigration? Si on compare avec le Sanseto, lui, il veut vraiment qu'on stoppe l'arrivée des étrangers, alors que Sanae Takaichi, dans sa politique, elle veut que les étrangers soient encadrés, surveillés, et que ceux qui se comportent pas bien quittent le pays. Voilà, c'est sa règle, mais n'empêche que sur les 5 années allant jusqu'à 2028, en fait, le Japon a prévu d'accueillir 1,2 million de travailleurs étrangers, donc dans des secteurs comme le commerce, la restauration, la distribution, etc. Le bâtiment, bien sûr, les soins aux personnes, parce qu'il y a vraiment un besoin énorme de main-d'œuvre dans ces secteurs. Un dernier mot, c'est sur la Chine, puisque c'est lié un petit peu avec ce que je viens de dire. J'ai dit que Sanae Takaichi n'était pas xénophobe a priori, n'était pas anti-immigration a priori. Sanae Takaichi a quand même quelque chose contre la Chine. Alors je ne sais pas d'où ça vient, mais quand on lit les billets de blog de Sanae Takaichi, quand on lit ses livres, quand on lit toute la littérature produite par les gens qui tournent autour d'elle depuis des années, la Chine est considérée comme un ennemi. Et elle est perçue par les gens qui la soutiennent comme la personne qui va pouvoir lutter contre l'ennemi chinois, se battre contre l'ennemi chinois. Il y a des livres qui se vendent énormément actuellement et où on décrit Sanae Takaichi comme étant un rempart contre l'espionnage venant de Chine, contre les technologies venant de Chine, contre les influences venant de Chine, etc. Et je pense que les bisbilles avec la Chine à l'heure actuelle tiennent aussi au fait qu'elle a tenu antérieurement des propos qui ne sont pas passés inaperçus par les diplomates chinois. Si moi je suis au courant, si j'ai lu tout ce qu'elle avait écrit là-dessus, ils l'ont lu bien évidemment. Et donc je pense que ça joue dans la perception par la Chine de Sanae Takaichi et donc dans l'attitude de la Chine vis-à-vis du Japon à l'heure actuelle. Les deux pays sont vraiment en froid depuis que Sanae Takaichi a parlé de Taïwan et de la possibilité d'une attaque chinoise à Taïwan qui mettrait aussi en danger le Japon. Voilà, donc comment vont évoluer les relations entre les deux? Elle essaie à la fois de jouer l'apaisement en disant la porte est ouverte aux discussions, c'est justement parce qu'on est en froid qu'on discute davantage, mais d'un autre côté, les lois qu'elle envisage, etc., montrent bien que la première motivation pour voter des lois contre les espions, etc., c'est de lutter contre ce qu'elle craint venant de Chine. Voilà, il va falloir qu'elle trouve un mode de diplomatie qui permette d'apaiser les choses avec la Chine, ou bien que la Chine elle-même se rende compte que cette situation lui est également
dommageable sur le plan économique, puisque la Chine est premier partenaire économique du Japon, et donc les deux sont quand même liés sur ce plan-là, les deux ont besoin l'un de l'autre, et donc si la Chine se rend compte que les mesures de rétorsion qu'elle prend vis-à-vis du Japon finalement pénalisent également beaucoup sa propre économie, peut-être qu'elle agira différemment, en tout cas c'est ce qu'espèrent les gens du Parti libéral-démocrate. J'ai terminé pour aujourd'hui et j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo une autre fois. À bientôt.